Bonjour tout le monde, on est arrivé au niveau de l'école néoclassique, donc après l'école des relations humaines, les classiques vont réagir dans un autre cadre à travers une autre école qui va être par la suite appelée l'école néoclassique. Donc nous avons vu les principes d'abord de l'école classique avec l'organisation scientifique du travail et autres contributions des autres auteurs comme Fayol avec l'organisation administrative du travail. Nous avons vu également Max Weber avec la bureaucratie. Et par la suite, on a dit que suite à la déshumanisation causée par l'école classique, le monde va donner naissance à une autre école qui va être par la suite baptisée et appelée l'école des relations humaines. Alors cette école des relations humaines essaye de mettre en évidence et en valeur également l'aspect humain et l'aspect comportemental des humains et son poids dans l'augmentation de la productivité. Alors l'école néoclassique, comme je viens de dire, est une réaction également contre les idées de l'école des relations humaines, voire essayer de répondre aux insuffisances mises en évidence par cette dernière. Donc, comme je viens de le préciser, l'école néoclassique se situe dans un prolongement de l'école classique. Et elle a deux approches, ou bien elle repose sur deux approches. Il s'agit d'une approche normative de l'organisation et également pragmatique. Mais ça veut dire quoi une approche tout simplement? C'est une façon de voir les choses. En l'occurrence ici, on parle des organisations, c'est-à-dire qu'ils ont une approche, une façon de voir les organisations qui est normative. Ça veut dire quoi? Normative, ça veut dire tout simplement que l'objectif, ou bien l'objet, ou bien la finalité de cette école, c'est tout simplement de dire aux entreprises, aux organisations, voilà la meilleure façon de s'organiser. Dans ce sens-là, elle est normative. Autrement dit, il propose des normes. Il y a le mot norme. Voilà les normes qu'il faut suivre pour avoir ou bien pour aboutir à une meilleure organisation. Et donc ici, la description, elle est basée sur tout simplement sur ce qui doit être. Ce qui doit être. Contrairement à une approche qui est de type positive. Alors l'approche positive décrit tout simplement l'existant. Donc on peut opposer, si vous voulez, ce terme-là avec le terme, ou bien l'approche, donc c'est le contraire de tout simplement une approche positive. Donc l'approche, une façon de voir le monde, de voir l'organisation, c'est simplement décrire l'existant, ce qui est. Alors quand on se situe dans une approche qui est normative, on veut influencer la façon avec laquelle les entreprises sont organisées. On veut proposer des normes à suivre par toutes les entreprises pour être efficace, pour être rentable, productive, etc. Et donc l'école classique, dans ce sens-là, elle se situe dans un volet qui est normatif, contrairement à l'école des relations humaines, qui a une approche qui est positive. Elle décrit l'existant. Il décrit l'existant, ce qui est, ou bien il décrit tout simplement le phénomène tel qu'il existe. Alors la deuxième approche qui caractérise l'école néoclassique, c'est qu'il s'agit d'une approche pragmatique. C'est-à-dire tout simplement, elle est orientée vers l'action, vers le concret, vers l'opérationnel. Et donc, ça, on va le constater à travers les différents chercheurs, ou bien les différents chefs de file, si vous voulez, qui ont contribué à enrichir les principes de l'école classique. Dans la majorité des cas, ce sont des praticiens, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont vécu dans l'organisation, qui étaient des chefs d'entreprise, ou bien tout simplement des conseillers et des organisations, comme on va le voir. Alors parmi ces personnages, il y a Alfred Sloan. Alors, c'est un homme, ou bien c'est un homme d'affaires qui est américain, et il était président de General Motors pendant près de 30 ans.
de 1923 à 1956. Alors, General Motors, c'est une entreprise de construction automobile, comme les autres marques que vous connaissez, Renault, Mercedes, Audi, etc. Et qui existe aujourd'hui, mais c'est une marque qui est très commercialisée dans le Moyen-Orient, pays de Golfe, et aussi aux États-Unis d'Amérique. Alors, Alfred Sloan a été derrière, là, si vous voulez, un mouvement, aujourd'hui, qui est toujours en cours, c'est la mondialisation des entreprises, ou bien l'internationalisation des entreprises. Donc, c'est le premier homme qui a fait de General Motors une entreprise internationale, une entreprise, si vous voulez, mondiale. Et, si vous voulez, sa devise, sa marque, était la décentralisation coordonnée. C'est un principe qui a été proposé par Alfred Sloan. Alors, ça veut dire quoi une décentralisation d'abord? Quand on dit décentraliser, ça veut dire c'est un transfert de pouvoir. C'est un transfert de pouvoir coordonné, ça veut dire tout simplement qui est organisé. Qui est organisé. Donc, une décentralisation réfléchie, bien pensée, si vous voulez. Alors, elle se base sur une idée très simple. Donc, les divisions, ou bien les filiales, puisqu'on parle d'une entreprise internationale, donc généralement, on a une structure de ce type. Donc, vous avez la société mère qui, par exemple, est située aux États-Unis d'Amérique, et vous avez des filles, ou bien des filiales, ou bien des divisions qui sont partout. Et par division, vous pouvez imaginer également des structures organisationnelles, ou bien tout simplement des filiales. Donc, division 2, etc., etc. Alors, pour Alfred Sloan, les divisions doivent être autonomes. Autonomes, c'est-à-dire qu'il faut décentraliser, déléguer, tout simplement. Il faut leur déléguer le pouvoir d'action. Et par la suite, en contrepartie de cette autonomie, entre parenthèses, on doit les juger, c'est-à-dire on doit les contrôler par la suite, juger ou bien les contrôler à travers leurs résultats, à travers leur rentabilité par rapport bien sûr au capital qui a été injecté ou bien qui a été investi. Voilà, si vous voulez, le principe de la décentralisation, un des, si vous voulez, des composantes de cette décentralisation coordonnée. Alors, au niveau de la direction générale, c'est-à-dire la société mère, on doit s'occuper essentiellement de la stratégie ou bien de la politique générale de l'entreprise. C'est si vous voulez, une division de tâches ou bien une division de travail. Les divisions doivent être autonomes, les filiales doivent être autonomes, et on doit les contrôler sur la base de leurs résultats, de leur rentabilité. Et au niveau de la direction générale, on doit s'occuper de la planification, on doit s'occuper de la politique générale de l'entreprise. Alors, on décentralise, eh bien, comment Sloan justifie cette décentralisation? Parce que tout simplement, le président directeur général, le PDG, c'est-à-dire le directeur général du groupe, est incompétent opérationnellement parlant. C'est-à-dire sur le plan opérationnel, ne peut pas maîtriser toute l'entreprise. Parce qu'il y a une complexité de taille. Surtout lorsqu'on parle des entreprises qui sont aujourd'hui internationales, les entreprises mondiales, internationales. Ce sont des entreprises qui ont plusieurs filiales, qui ont plusieurs activités. Et donc, on est devant cette complexité, devant cette taille, on est incompétent. Opérationnellement parlant, bien sûr. Parce que la taille rend la gestion des entreprises très complexe. Et donc, il doit se contenter, c'est-à-dire le directeur général ou bien le président directeur général, il doit se contenter de donner les grandes orientations et de définir la stratégie de l'entreprise. Voilà le rôle qu'il faut tout simplement accorder au PDG. Alors, pour Sloan également, dans le cadre de cette décentralisation coordonnée,
certaines fonctions et certains contrôles doivent être centralisés. Donc, il est pour la décentralisation, mais il y a certaines fonctions, les fonctions que vous êtes en train de voir dans le TD, les travaux dirigés, doivent être centralisées. Comme, par exemple, la fonction finance, la fonction publicité, etc. Alors, si je vous donne un exemple concret de ça, c'est on prend une entreprise comme Coca-Cola. Une entreprise comme Coca-Cola, c'est une entreprise mondiale, internationale, qui est implantée, on va dire, dans presque tous les pays du monde. Mais vous pouvez remarquer que le volet publicité, je parle du groupe, il est centralisé. C'est Coca-Cola qui signe avec les stars, que ce soit du sport, que ce soit du théâtre, etc., et qui signent pour des publicités. Et ces publicités sont diffusées dans le monde entier. Donc, cette fonction, elle est publicité. Bien sûr, au niveau de chaque pays, il y a des spécificités que Coca-Cola également supervise. Donc, il y a une centralisation de la publicité par rapport à, ou bien pour cette entreprise qui est Coca-Cola. Aujourd'hui, il y a également ce qu'on appelle les centres services partagés, pardon. Voilà, les CSP, les centres de services partagés. Les CSP. Alors ces CSP, ce sont tout simplement des filiales ou bien des entreprises, et dans lesquelles on centralise tout ce qui est finance, comptabilité, gestion de ressources humaines. Alors au Maroc, on a ce type d'entreprise, filiale d'un grand groupe. Si je prends le groupe Lafarge Holcim, qui est un groupe de production de cimenterie, au niveau par exemple de Casablanca, ils ont un centre de services partagés. Ce service de centre partagé est une filiale, est une entreprise également, qui est tout simplement une entreprise filiale de Lafarge Holcim et qui s'occupe de toutes les opérations de comptabilisation, des opérations de gestion de ressources humaines, tout ce qui est administratif, et les centraliser au niveau de Casablanca. C'est-à-dire au niveau par exemple de Lafarge, Meknès, Fès, etc., Oujda, on ne s'occupe plus de ce volet administratif. Il est centralisé au niveau de Casa. Je pense que la société s'appelle Lafarge Holcim Service. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de l'idée qui est appliquée aujourd'hui, hein, avec un certain nombre d'exemples que je viens de citer. Alors, pour Sloan également, il faut laisser au personnel la possibilité de prendre des initiatives, de faire des propositions, de faire des contributions. Et cela grâce à la responsabilisation. Et ce terme de responsabilisation, on l'a vu dans le cadre de l'école des relations humaines. C'est comme si les néoclassiques essayent de se rattraper avec bien sûr les critiques adressées par l'école des relations humaines. Donc ce dernier volet, si vous voulez, c'est essayer de profiter des erreurs du passé et des erreurs des classiques. Donc Sloan, il est pour l'autonomie, c'est accorder plus d'autonomie au personnel. Et également, il est pour la flexibilité. Et cette idée de flexibilité également, on l'a vu avec l'école des relations humaines. Voilà, donc ça c'est pour Alfred Sloan. Alors, un autre néoclassique, c'est un homme très célèbre, c'est tout simplement Peter Ferdinand Drucker, qui est connu par le nom de Drucker, tout simplement, qui est, si vous voulez, un consultant américain qui est très célèbre. Alors, on le surnomme le pape du management. C'est un conseiller d'entreprise. Et ses livres font, si vous voulez, beaucoup ou bien ces livres sont vendus partout dans le monde.
et avec plus de 6 millions d'unités. Hein. C'est un chiffre qui est quand même très, très, très intéressant. 6 millions de livres ou bien de copies vendues dans le monde. Alors, Drucker également est considéré comme un néoclassique à travers ses idées normatives et pragmatiques. C'est-à-dire, il propose aux entreprises, voilà comment il faut travailler. Et donc, il est normatif. Et pragmatique parce que tout simplement, et comme on va le voir, Drucker a passé beaucoup de son temps à travailler avec des entreprises. Alors, parmi les idées de Drucker, c'est que chaque entreprise, ou bien pour lui, il y a deux fonctions qui créent de la valeur, qui créent de la richesse pour l'entreprise. Le marketing et l'innovation. Donc, le marketing et l'innovation, pour lui, créent de la valeur, ou bien produisent des résultats. Le reste n'est que dépenses. C'est une vision un petit peu extrémiste, mais c'est sa vision à Drucker. C'est la vision de Drucker. Pour lui, le marketing, les disciplines de marketing, il crée de la richesse à travers, bien sûr, la proposition des produits et également la proposition des services. Donc, le marketing fait un rôle, si vous voulez, ou bien joue le rôle dans la création de la richesse en amont et en aval, c'est-à-dire avec les clients. Et l'innovation, parce que les entreprises aujourd'hui qui réussissent et qui arrivent à survivre, ce sont les entreprises qui font de la recherche et développement. Recherche RT, recherche et développement, qui font de l'innovation. Et on a vu ça avec l'exemple de Nokia. Donc, ce que Nokia, ou bien les responsables de Nokia ont raté, c'est les recherches et développement dans le domaine du taxi. Et cela a entraîné tout simplement la disparition de cette entreprise du monde de la téléphonie. Et aujourd'hui, s'il existe, c'est grâce à Bill Gates qui a racheté cette entreprise pour la garder tout simplement comme, si vous voulez, un petit souvenir. Donc, recherche et développement est très important. Et ce sont les ingénieurs qui aujourd'hui font de la recherche et développement sur plusieurs aspects. Alors, le reste, c'est-à-dire, si je parle de la finance, si je parle des autres fonctions, comme par exemple la gestion de ressources humaines. Donc pour Drucker, ce sont des dépenses. Ce sont des centres de dépenses où on dépense l'argent. Mais les deux fonctions les plus importantes pour lui, c'est le marketing et l'innovation. Pour lui, l'innovation crée du changement. Et le changement pour lui, c'est une opportunité. Donc Drucker n'a pas peur du changement, contrairement à l'aspect psychologique de cette action. Parce que quand on veut changer, il y a toujours une résistance naturelle. Alors pour lui, le changement, il faut le voir comme une opportunité. Comme une opportunité. Et c'était ça, si vous voulez, le rôle, ou bien le plus important, ou bien cette innovation qui a été instaurée au niveau par exemple, des sociétés comme Samsung et Apple qui a fait tout simplement qui sont aujourd'hui leaders sur le marché. Donc pour lui, l'innovation crée du changement et ce changement représente une opportunité. Alors pour lui, le marketing doit être diffusé partout. Il est tellement basique, important, qu'il ne suffit pas d'avoir uniquement un département comme ça, qu'on va appeler département marketing. Mais pour lui, le marketing représente beaucoup plus. Ce n'est pas uniquement une activité de vente, c'est une activité qui considère l'activité d'affaires comme un tout. C'est-à-dire que tout le monde à l'intérieur de l'entreprise doit avoir cet aspect du marketing. C'est-à-dire la valorisation de l'entreprise auprès des consommateurs. Alors une autre idée de Drucker, c'est que pour lui, l'entreprise est conçue pour créer le changement. Et le changement, c'est l'innovation. Créer le changement dans les habitudes de consommation, créer le changement dans la manière de gérer les transactions, de gérer les flux, de gérer le quotidien des humains.
Donc les entreprises sont conçues pour ça, pour créer le changement. Et donc satisfaire son environnement, ou bien satisfaire l'extérieur. Et également, ils doivent gérer les impacts sociaux que son action provoque. Là également, l'entreprise dans ce sens-là, ou bien les entreprises sont responsables. Alors pour lui, ou bien pour Drucker, il y a 5 principes de base de management. Le premier, c'est qu'il faut toujours fixer des objectifs. On ne peut pas gérer une entreprise, puisqu'on parle de management, de la gestion, si vous voulez. Le management, c'est la gestion opérationnelle, mais également la prise en considération du comportement. La prise en considération du comportement humain. Donc, pour gérer efficacement les entreprises, il faut toujours fixer des objectifs. Et je pense que c'est naturel et valable également pour les êtres humains. Si vous êtes par exemple à l'école, c'est parce que vous avez un objectif. Alors imaginez votre vie sans objectif. Donc les entreprises également, ce sont des personnes. Ce sont des personnes morales. Et donc on ne peut pas travailler sans avoir une visibilité, sans avoir une projection dans le futur. C'est-à-dire fixer des objectifs. Deuxième principe de management selon lui, pour gérer efficacement les entreprises, c'est d'analyser et organiser le travail en une structure. Avoir un organigramme, avoir une division de tâches, avoir des fiches de profit, avoir une division de responsabilité et avoir un organigramme que je viens de dire. Donc il faut analyser, organiser le travail en une structure, à des structures. Bien sûr, vous avez également au niveau du TD les types de structures hiérarchico-fonctionnelles, divisionnelles, etc. Troisième principe, c'est qu'il faut motiver et communiquer. Et là également, c'est un aspect qui n'existait pas avec les classiques. Les classiques, ils étaient organisation scientifique du travail. On divise horizontalement, verticalement, et il faut lancer la chaîne de production. Et on s'en fout. On ne donne aucune considération à la motivation et à la communication. Et c'est dans ce sens-là que les néoclassiques, ils étaient plus pragmatiques et plus réalistes. Donc il faut motiver, il faut communiquer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'être humain, il est complexe, et donc il faut toujours communiquer et motiver. Alors, mesurer par des normes. Donc, on a fixé des objectifs, mais par la suite, il faut arrêter, mesurer les réalisations. Mesurer tout simplement ce qu'on appelle les performances. Et la performance, c'est un mot qui est très utilisé en management, qui regroupe 3 notions. Donc, il faut être l'efficacité, il faut être efficace, et l'efficience et l'effectivité. Trois bases. Alors, les 3 font ce qu'on appelle la performance. Alors, quand on parle de l'efficacité, ça veut dire la capacité d'atteindre son objectif. Donc, l'efficacité se définit de cette manière. L'efficacité, c'est la capacité d'atteindre son objectif. Si vous arrivez à atteindre votre objectif, ça veut dire que vous êtes efficace. Si, par exemple, vous vous engagez à réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 dirhams et à la fin de l'année, on constate que vous avez réalisé cet objectif, vous êtes efficace. Alors l'efficience, c'est par rapport au respect des moyens. Donc le respect des moyens. Vous pouvez atteindre votre objectif, mais vous pouvez employer plus de moyens. Dans ce cas, vous n'êtes pas performant. Mais ça ne remet pas en cause votre efficacité. C'est-à-dire, vous pouvez être efficace, mais non efficient. Si vous êtes efficace et efficient, les deux à la fois, vous êtes performant. Parce que la performance, elle a 3 piliers. Également, quand on parle d'effectivité, c'est la faisabilité. Des fois, vous pouvez fixer un objectif qui n'est pas réable, faisable. Donc, il faut veiller également à respecter ce principe. Par rapport à vos moyens, il faut être réaliste. Il faut être respecter l'effectivité, ça veut dire tout simplement respecter le caractère faisable de votre objectif que vous fixez.
Bien sûr, selon les moyens. Donc, les trois piliers de ce qu'on appelle la performance. Donc, pour Drakkar, il faut mesurer les réalisations, il faut mesurer la performance de toutes les fonctions et de toute l'entreprise. C'est parmi les bases du management aujourd'hui. Et puis, former les gens. Il faut former les gens parce que tout simplement le changement qui existe dans votre environnement, bien qu'il peut s'opérer dans votre environnement, nécessite des actions d'adaptation, comme on l'a déjà précisé. Et donc, il faut former les gens. Il faut former les gens pour pouvoir s'adapter au changement. Voilà, si vous voulez, les 5 principes de base de management selon Drakkar. Et ces principes de base, aujourd'hui, ils sont très utilisés et suivis par les entreprises. Alors, il y a d'autres idées qui sont très célèbres, proposées par cet auteur. Alors, c'est lui qui est derrière le concept de la direction par objectif, qu'on vient de le préciser dans les bases les 5 principes du management. Donc, il a proposé ça dans son ouvrage The Practice of Management. Alors, c'est un ouvrage qu'il a publié après une étude qu'il a réalisée au sein de General Motors, parce que Drakkar était un conseiller de General Motors. La direction en fixant des objectifs. Alors, parmi les résultats de ce travail, pour lui, chaque directeur ou département devrait normalement atteindre un certain objectif de 7% de marge commerciale, de 20% retour sur investissement, et tout échec était sanctionné par la mise à pied. C'est une façon, si vous voulez, de fixer des objectifs un peu religieuses, draconiennes, qu'il ne faut pas tout simplement la dépasser. Donc, on fixe des objectifs, et si on n'arrive pas à atteindre des objectifs, il y avait un système de sanctions derrière, qui peuvent aller jusqu'à la mise à pied. C'est-à-dire, tout simplement, on vous donne un congé qui n'est pas payé. On appelle ça la mise à pied. Un congé, on vous dit, voilà, vous allez être arrêté pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, mais vous n'allez pas être payé dans ces journées. On appelle ça la mise à pied. Alors, une autre idée, ou bien une autre idée, c'est les 7 éléments clés pour lui de développement du management, de l'après-guerre. Donc il a fait une lecture historique, si vous voulez, de l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour lui, il y a 7 éléments clés qui ont donné naissance au développement du management. C'est la direction scientifique du travail. C'est une reconnaissance de Drakkar de l'importance de l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire des classiques. Pour lui, cette conception scientifique était la clé d'augmentation de la productivité. Nous également, nous avons constaté ça. La décentralisation comme principe de base de l'organisation. C'est l'adoption de ce principe de transférer le pouvoir. L'homme ne doit pas être réduit à une simple machine, il faut apprendre à décentraliser. Et c'est un principe de base également dans les organisations. La gestion du personnel pour adapter les hommes aux structures organisationnelles. C'est une reconnaissance de l'importance de la gestion des ressources humaines. La formation des dirigeants, des futurs chefs d'orchestre, si on peut les appeler ainsi, la formation des dirigeants pour assurer les besoins futurs. Et c'est pourquoi il y avait par la suite une apparition des écoles du management et de grandes écoles de management, au niveau bien sûr international. La gestion financière par les dirigeants. Si la gestion financière doit être assurée par la direction, par les dirigeants. Il faut tout simplement inculquer, introduire, incrémenter la vision financière ou bien la gestion financière dans l'esprit des dirigeants. Le marketing également. Donc le marketing, on a déjà parlé de ça. Donc le marketing également, pour lui, c'est une clé qui a permis le développement du management. Et c'est surtout à partir des années 60, je pense que vous avez un cours sur le marketing. Et le marketing, surtout, a fait ses apparitions dans les années 60 pour répondre, si vous voulez, aux besoins de la clientèle et s'adapter au goût de ces derniers.
Le septième principe, c'est la planification. C'est la fixation des objectifs, c'est tout simplement la stratégie. Donc une entreprise, ou bien les entreprises aujourd'hui, elles ont une stratégie. Soit elle est explicite dans un plan stratégique, elle est écrite dans un cadre, ce qu'on appelle le plan stratégique, ou bien elle peut être tout simplement intégrée dans l'esprit du dirigeant s'il s'agit des petites et moyennes entreprises. On peut avoir une stratégie qui est écrite, mais également qui est intégrée dans l'esprit des dirigeants, qui ont une vision, une façon de voir le développement et le futur de l'entreprise. La dernière idée qu'on va présenter avec Drucker, c'est la privatisation. Alors la privatisation, c'est tout simplement le fait de transformer les entreprises étatiques à des entreprises privées. Bien sûr, en les vendant. Donc ça a été réalisé par exemple dans le cadre marocain avec Tisarat al-Maghrib. Bon, à la base, c'était une entreprise qui est publique et par la suite, elle a été vendue dans le cadre d'une action de privatisation. Donc Drucker, il est pour la privatisation des entreprises. C'est une vision bien sûr libérale, il faut lire les choses de cette façon. C'est une vision libérale de la société. Alors, pour Drucker, il est également nécessaire pour les entreprises de faire des actions ou bien de faire un diagnostic tous les 3 ans, faire un diagnostic de l'entreprise, un audit, d'essayer de comprendre quels sont les dysfonctionnements existants de temps en temps et par la suite d'entamer des actions de changement pour améliorer l'existant. Voilà, donc c'est tout pour l'école néoclassique. On va se retrouver par la suite avec l'approche systémique, l'école des systèmes et la dernière vision de l'organisation avec l'école socio-technique. Je vous remercie.